Le Burkina amorce sous le capitaine Ibrahim Traoré un nouvel âge de grands basculements idéologiques, au-delà de la lutte difficile de la reconquête complète de son territoire. Le pays s'est engagé dans une trajectoire de transformation profonde nommée la révolution progressiste populaire. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce un retour aux sources des années 80 ou une réinvention totale du contrat social burkinabé entre souveraineté affirmée, réforme de l'administration et construction d'un nouvel espace régional avec la Confédération des États du Sahel? Les enjeux sont colossaux. Pour en débattre, nous recevons un homme qui est au cœur de ce réacteur idéologique et institutionnel, ancien leader syndicaliste à la rectitude connue. Il occupe aujourd'hui des fonctions stratégiques au sommet de l'État. Monsieur Bassolma Bazier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre d'État, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Avec vous, nous allons décortiquer le contenu de cette révolution, la réalité de l'intégration sahélienne et répondre aux interrogations des Burkinabés sur l'avenir de ce modèle de gouvernance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Oui. Et pour démarrer, monsieur le ministre d'État, en quoi était-il nécessaire d'enclencher une nouvelle révolution au Burkina actuellement? Merci bien. Avant de commencer, permettez-moi de dire grandement merci à Dieu et à nos ancêtres qui nous permettent au quotidien d'avoir la santé, mais également la clarté d'esprit de répondre aux exigences qui sont les nôtres. Et deuxième niveau, c'est de signifier notre reconnaissance à l'ensemble des autorités de notre pays frère, le Togo, en commençant par son Excellence le Président du Conseil. Et troisième niveau, c'est vous, M. Gilles, vous félicitez très sincèrement pour le travail panafricain que vous faites, le professionnalisme avec lequel vous animez les émissions, mais aussi féliciter le frère Sogoy pour tout ce qu'il fait sur cette télé, parce que nous le suivons à travers le monde, et je pense que c'est assumé. C'est ça exactement, être un éducateur des masses, et en même temps profiter, le féliciter, parce qu'il a été nommé au sein de l'équipe de l'Institut des peuples noirs Farafina au niveau du Burkina. D'orientation. Tout à fait. Donc, de ce point de vue, la préoccupation que vous posez, le chef de l'État l'a clairement dit le 1er avril 2025, que notre pays est engagé dans une révolution progressiste populaire. Et pour dire qu'avant même cette proclamation, vous savez très bien que ce ne sont pas seulement les mots qui fusent là, qui portent véritablement l'ossature d'une question, c'est surtout le fondamental. Même si on ne dit pas officiellement qu'on est en révolution, les pratiques à l'intérieur, le fondamental, le fond, si ça y porte, à savoir aller dans la conduite, à changer de façon fondamentale les façons de faire au niveau politique, au niveau économique, au niveau sécuritaire, au niveau culturel, qu'on le dise ou pas, je pense l'impact et la façon d'agir indiquent totalement qu'on est dans une période révolutionnaire. Il a officiellement proclamé, et je pense que depuis la prise de pouvoir, les orientations qu'il a eu à donner, il a été publiquement dit que ça cadre exactement avec les orientations qui avaient été prises et mises en œuvre de 83 à 87 par le camarade capitaine Thomas Sankara. Donc, de ce point de vue, il faut aussi dire que de façon globale, si vous venez dans un pays où il est pratiquement sans dessus-dessous et il faut mettre de l'ordre, vous voulez avancer, il faut maîtriser votre histoire. Si vous maîtrisez votre histoire, vous déterminez les causes profondes qui font que vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas à être stable, c'est difficile de les changer par caresse. Et si vous ne voulez pas les changer par caresse, vous ne voulez pas faire de la théâtralisation, il faut aller dans le fond, qui appelle un sacrifice, qui peut même aller au sacrifice suprême. Et aller au fond, on ne peut qu'aller dans le fond du changement que par une révolution. Justement, il ne suffit pas aussi de dire qu'on est en révolution, parce que la révolution, c'est un changement profond, fondamental, un bouleversement. Mais quel type de bouleversement? Parce que quand on dit un changement radical, ça peut être du bon au mauvais. Quand on dit un changement radical, ça peut être du mauvais au médiocre. Ici, il dit que c'est une révolution. D'abord, donc, c'est un changement radical. Cette révolution doit être progressiste. Ça veut dire qu'on doit progresser du minimum au meilleur et d'étape par étape. Et elle doit être populaire parce que toute révolution, tout bon pouvoir doit d'abord être porté par les communautés, par les populations, par les masses, d'où une révolution populaire.
Et comment assurez-vous qu'il y a une adhésion justement à ce projet de révolution de l'ensemble de Burkinabé? Vous savez très bien que dès lors que nous avons dit que nous partons vers une souveraineté dans la gestion de notre pays, ça veut dire que nous quittons les enveloppes de main tendue. Et si vous ne voulez pas tendre la main et vous voulez véritablement vous assumer, ça passe par l'accompagnement populaire que vous avez qui indique que la population porte l'élan qui est en cours. Le premier élément que je donne pour indiquer que la population porte l'élan qui est en cours, si vous jetez un coup d'œil, on a lancé le fonds de soutien patriotique pour pouvoir faire face à un certain nombre de projets au niveau national. Ce fonds de soutien patriotique, depuis qu'il a été lancé, 2023, à l'instant où je suis en train de vous parler, 2025, nous sommes à une contribution populaire de 551,2 milliards. Ce n'est jamais vu depuis 1960 à nos jours. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que dans une période sociale difficile, économique difficile, dans une période de guerre, où les travailleurs, les populations souffrent, arrivent à écouter un chef d'État et mettre la main à la poche qui va aller à 551,2 milliards. Ça, c'est la première preuve que le soutien, il est palpable. Le deuxième élément qui montre que le soutien est palpable, c'est que nous constatons que dans toutes les contrées, dans toutes les régions, dans tous les villages, aujourd'hui, quand le chef de l'État donne une orientation, elle est suivie, et même c'est les populations qui commencent à dire à certains dirigeants décentralisés, si vous voulez poser un acte, on dit nous ne sommes plus à l'ancienne période. Ça veut dire que les esprits ont commencé à capter. Je pouvais bien citer d'autres exemples, mais attention, je ne dis pas que tout est meilleur. Parce que la population qui est à la base ne peut prendre une ligne propre que si nous-mêmes dirigeants, ça veut dire l'équipe qui est à la tête, montre patte blanche en termes d'exemplarité, en termes de gouvernance vertueuse, en termes de vérité, en termes de patriotisme. Parce que dans tous les pouvoirs où on a commencé à avoir des déraillements, on dit le poisson pourrit naturellement par la tête. Donc si la tête est exemplaire, il n'y a pas de raison que la population qui accompagne là ne suive pas. Donc les populations africaines, notamment burkinabé et dans l'espace AES, ce sont des populations qui se battent, qui sont très prêtes, qui sont aussi critiques. Et même pour ne pas dire que l'Africain, il est fondamentalement révolutionnaire. Mais maintenant, s'il est fondamentalement révolutionnaire, qui parle au nom de lui, qui défend sa cause parce qu'il veut voir la réalité au-delà des propos. Parce que si on reste à théoriser, on devient des théoriciens. Si on va aussi uniquement dans la pratique, on devient des activistes. Nous voulons coller cette théorie-là à la pratique, de sorte que nous puissions être des gens qui sont politiquement conscients. Il faut aussi être techniquement compétents en vue d'être socialement utile. Je peux vous ajouter même un exemple. J'ai passé quelques jours à Ouagadougou. J'ai vu l'enthousiasme participatif autour du projet Faso Mebo. Voilà, il y a le projet Faso Mebo qui a été aussi lancé au niveau de toutes les régions, où dans chaque région, les gens contribuent. Vous arrivez, dans tout le pays, pratiquement, nous sommes en plein chantier. Et vous allez aussi regarder ça à travers même le même projet Faso Mebo, qu'en moins d'un mois, on a pu mettre en place le traçage de l'autoroute qui va de Ouagadougou jusqu'à Bobo, qui est 4 fois 2 voies. Et c'est sur fonds propres, et les travaux ont déjà démarré. Ça veut dire que si on continue comme ça, si les populations n'adhéraient pas, c'est des éléments auxquels on n'allait pas pouvoir, en tout cas, y aboutir. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous allons aborder maintenant les enjeux de la Confédération de l'AES en relation avec la révolution burkinabé. Est-ce que cette révolution peut réussir isolément ou elle est indissociable de la dynamique de la Confédération des États de l'AES? Non, il est tout à fait clair que même s'il n'y avait pas la Confédération des États du Sahel, heureusement qu'elle est là, une révolution dans un pays ne peut pas réussir dans l'isolement. Parce que si vous définissez la révolution par un changement fondamental qui doit être porté par les masses, un peuple ne peut pas s'isoler puis pouvoir évoluer. Ce n'est pas possible. Le monde n'est pas séparé. Donc, de ce point de vue, quelle que soit votre compréhension, votre dynamisme, solidarité interne, si vous n'avez pas l'accompagnement des autres peuples, ça va être très compliqué parce qu'il faut communiquer forcément avec le monde. Le deuxième aspect, il faut éviter de croire qu'on est largement suffisant de sorte qu'on n'a rien à apprendre des autres. Du reste, l'espace AES n'est pas un espace qui indique que nous sommes dans une étape de réclusion, de repli sur soi. Ce n'est pas un espace de suffisance. Ce n'est pas un espace d'arrogance, encore moins d'insolence. Donc c'est pour dire que c'est un espace pour la conquête de la souveraineté au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire et au plan culturel. Mais justement, cette souveraineté qui doit être portée par l'ensemble des populations, si vous ne leur expliquez pas
que leur unité à la base, à tout point de vue, est un élément essentiel, est un pilier fondamental pour notre développement, on ne va pas y arriver. Mieux, vous avez vu que le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait prendre une décision en Conseil de ministres qui dit que tout Africain, où que vous soyez, vous voulez venir au Burkina, en principe, le visa est gratuit. Si le visa est gratuit, c'est pour permettre aux Africains de venir chez eux. Donc, c'est une preuve palpable que nous ne sommes pas dans une étape d'isolation ou d'isolement pour dire qu'on ne peut pas réunir seul si on ne réunit pas les forces pour pouvoir avancer. Mais au sein de l'AES, s'il y a un régime révolutionnaire au Burkina, donc dans les autres pays, ne suit pas au même rythme, est-ce que... Oui, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit dès le début, le 1er avril 2025, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a bien proclamé officiellement que le Burkina Faso est en révolution progressiste populaire. Vous avez vu que quand son Excellence, le général Abdourahmane Tiani, a fait sa visite au Mali, dans une de ses interventions, il a bien dit que le Niger est en pleine révolution. Même si le Mali ne le dit pas officiellement, j'ai dit dans mon introduction que ce n'est pas forcément en le proclamant qu'il indique qu'on est en révolution. Ce sont les pratiques, les actes qui sont posés. Vous prenez le Mali, même si ce n'est pas officiellement proclamé, tout ce qu'il y a eu comme achat d'armes, réorganisation de leurs armées, l'investissement au niveau national, c'est un changement fondamental à tout point de vue, dans tous les secteurs. Vous prenez également le cas du Niger, c'est un changement fondamental. Parce que le chef de l'État burkinabé n'a fait la proclamation que le 1er avril 2025, mais bien avant 2025, depuis le 30 septembre 2022 à 2025, tout ce qui a été fait cadre exactement avec l'engagement pour aller vers un changement fondamental dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas forcément la proclamation qui permet de dire qu'on est véritablement en période révolutionnaire, mais c'est l'ensemble des actes et leurs fruits sur le terrain au profit des masses. Et en tant que président de la Commission nationale de l'AES, quels sont les dossiers urgents que vous portez pour l'intégration des peuples du Mali, du Niger, du Burkina? Oui, il faut dire qu'en tant que président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel au niveau du Burkina, la commission a été créée le 6 novembre 2024 en prenant le décret 1329 signé par le chef de l'État. Mais c'est sur la base des orientations impactées dans le traité portant la création de la Confédération des États du Sahel qui a été signé le 6 juillet 2024 à Niamey. C'est là-bas que les chefs d'État ont dit, étant donné que nous sommes en confédération, il faut aller sur 3 piliers essentiels d'abord. Le pilier développement, le pilier diplomatie et le pilier défense et sécurité. C'est à ce niveau qu'ils ont estimé qu'il était nécessaire que chaque pays mette en place, dès son retour, une commission nationale. D'où l'appui du décret 1329 portant création de la commission à notre niveau. Et le 9 décembre 2024, le chef de l'État a pris le 2e décret portant nomination du président que je suis, à savoir le décret 1558. Et il a pris également le 3e décret, le 23 décembre 2024, portant nomination des 3 vice-présidents à la tête de chaque pilier. Vice-président sur la question défense, sécurité, vice-président sur la question diplomatie. Vice-président sur la question de développement, et il a pris le décret 1642. Donc, il continue d'étoffer la commission en termes de ressources humaines, mais c'est pour dire que les missions de cette commission sont articulées autour de 8. Je cite quelques-unes. La première des missions, c'est de veiller et suivre la mise en œuvre des décisions et orientations prises par les chefs d'État. La deuxième des missions, c'est d'avoir un programme d'activité appréciable, validé et mis en œuvre. Et la troisième mission, l'une des plus grandes, c'est de contribuer à la préparation des différentes rencontres dans l'espace AES, qu'elles soient présidentielles, ministérielles, parlementaires ou même au niveau des hauts fonctionnaires. Et la quatrième des missions, c'est d'aller auprès des communautés, expliquer l'ensemble des décisions prises par les chefs d'État, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous sommes en train de partir. Vous ne pouvez pas demander aux communautés de venir vous accompagner sans qu'elles ne sachent exactement le poids que vous portez. Et je dirais, etc. Donc l'ensemble de ces missions s'articulent, comme je l'ai dit tantôt, à permettre aux chefs d'État de permettre à l'espace AES d'acquérir la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté sécuritaire et la souveraineté culturelle. En ce qui concerne la souveraineté politique, comme je l'ai dit tantôt,
Vous savez très bien, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, indépendance formelle, on a donné l'impression que nous sommes indépendants tout en pilotant le choix de ceux qui doivent diriger notre destinée là, de l'autre côté des océans. Il faut réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour que le choix de nos dirigeants ne soit pas fait par des inconnus ou des gens qui ne veulent même pas qu'on évolue. La deuxième mission fondamentale qui porte sur la question sécuritaire, vous avez vu que dans des accords fallacieux et très dangereux, il a été dit que nos militaires devaient être formés par la France et même tout le matériel acheté là-bas. Donc, en voulant aller vers la souveraineté sécuritaire, c'est d'avoir l'indépendance dans le choix de nos partenaires, acheter chez qui on veut, comment on veut et quand on veut, sans être dicté par qui que ce soit. Le recrutement et la formation de nos forces de défense et de sécurité nous incombent et non une personne qui peut nous mettre au pilori à tout moment. L'autre pilier essentiel ou mission essentielle, c'est la question culturelle, qui doit même être au centre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il est, il ne peut pas savoir où il part. Donc, nous avons intérêt à batailler, à réapproprier notre identité. Qui étaient nos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller? Il faut qu'on l'assume de façon pleine et entière. Et la dernière mission qui est fondamentale, c'est la question économique. On dit chaque fois l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pleine de maladies, mais je ne peux pas comprendre, vous dites qu'un plat est vide, qu'il ne contient rien, mais on dit à ces impérialistes, laissez le plat, mais vous êtes agrippés dessus, vous êtes en train de tirer. C'est que le plat contient quelque chose. Et nous savons très bien, à travers les prospections géologiques, que l'Afrique est vachement riche. Et si vous tapez sur vos portables, vous allez voir que même l'ONU a décidé de ce qu'on a appelé une carte à $1 milliard. Ça veut dire une reprospection de l'Afrique à une nouvelle échelle pour aller à des exploitations. Mais exploiter pour qui? Donc, cette dernière mission, c'est de faire en sorte que le sous-sol et les ressources forestières et autres appartiennent aux Africains et doivent être transformées pour leur bien-être. Parce qu'on n'est pas fiers de voir chaque fois la jeunesse mourir en plein océan, des corps qui nous sont ramenés par les eaux ou mourir sur des routes des déserts. Nous sommes riches et nous souhaitons que cette richesse profite d'abord aux Africains avant de passer à toute autre chose. Oui, mais beaucoup sont impatients, surtout sur la question économique. La monnaie de l'arrière, c'est pour quand? Mais justement, on comprend l'impatience des uns des autres. Mais qu'ils comprennent que quand on nage dans une boue de près de 62 ans, 1960 à aujourd'hui, voire même plus, puisque le franc CFA a été créé en 1945 par un décret signé par le général de Gaulle, lui-même qui a refusé que les États-Unis frappent monnaie pour eux. Donc, c'est sur cette monnaie nous vivons qu'est le franc CFA. Et je suis d'accord que les Africains soient impatients parce que si vous voulez parler de souveraineté à tout point de vue et que vous n'avez pas la souveraineté monétaire, c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien dit que pour pouvoir aller loin, il faut savoir d'où nous venons. Et quand on regarde dans le rétroviseur d'où nous venons, il y a eu l'indépendance de la Guinée, par exemple, en 1958 avec feu Sékou Touré, dont je salue sa mémoire. Mais vous avez vu que quand De Gaulle a dit à Sékou Touré, si vous voulez votre indépendance, prenez-la tout de suite, ils ont procédé à un saccage systématique de toute l'administration. Mais quand la Guinée a pu mettre tout en œuvre pour fabriquer sa monnaie, la Guinée a été inondée de faux billets. Il en est de même que la monnaie malienne, puisqu'à un moment donné, le Mali avait quitté le franc CFA, il battait monnaie, ça a été également les mêmes procédés. Donc, il y a des voix impérialistes qui crient, qui nous poussent à dire, mais vous parlez de monnaie, vous en êtes où? Mais leur problème, c'est où? D'abord, c'est une monnaie pour l'espace confédéral. Ce n'est pas une monnaie française. Donc, à leur niveau, je leur pose la question, pourquoi ils sont pressés? Quand je gratte un peu, je constate qu'ils sont pressés parce qu'ils sont très mal à l'aise dans la mesure où tous les achats au niveau international devaient passer par eux. Si vous voulez payer en yuan, si vous voulez payer en dollars, dès lors que c'est le franc CFA qui est utilisé, et c'est eux qui fabriquent, et ils ont des retombées là-dessus. Ils n'ont plus ces retombées. Deuxième élément, ils n'arrivent pas à contrôler le matériel que nous arrivons à faire venir chez nous. Ils se posent la question, nous payons avec quoi? Même si c'est avec du sable qu'on paie, c'est nous qui avons décidé avec nos partenaires de payer. Ce n'est pas leur problème. Maintenant, par rapport à nos frères et sœurs africains, je les comprends parfaitement, mais c'est de dire que quelqu'un qui veut aller loin manage correctement sa monture. Parce que la question de la confédération, j'ai bien dit qu'au niveau des missions, des 8 missions des commissions, c'est de faire des études prospectives pour voir comment on peut évoluer de la confédération vers la fédération. Donc, ce n'est pas un combat qui doit se limiter, nous, à notre génération. C'est un combat pour l'infini. Donc, posons les bases fondamentalement qui peuvent être très fortes, de sorte que la maison
puisse tenir. Parce que si nous partons dans tous les sens et la précipitation, on peut faire un mastodonte très visible de très loin, mais à la moindre tempête, les piliers ne vont pas tenir. Donc la question de la monnaie AES, le général Tchiani, son Excellence, l'a clairement dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En temps opportun, les techniciens seront autorisés de sortir et communiquer là-dessus. L'essentiel est que les Africains, notamment les populations au niveau de l'espace AES, ne manquent pas d'eau à boire, ne manquent pas à manger, ne manquent pas des moyens de soins, etc. Vous avez vu même dans ce cadre, sans que la monnaie ne sorte, depuis 1960, ça a été l'année dernière, au mois de juillet, qu'il y a eu la première transplantation rénale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas la monnaie pour impacter le développement sur le terrain, tout en étant tout à fait d'accord qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans avoir notre monnaie. Que l'ensemble des Africains soient rassurés, les chefs d'État sont dans leur laboratoire et quand ils vont sortir, en temps opportun, ça sera fait. Justement, sur la question du développement, vous avez des indicateurs très intéressants. J'ai lu un de vos reports la semaine dernière où il est démontré qu'en 2 ans, la balance commerciale du Burkina est désormais excédentaire. Comment vous avez pu faire ça? La première fois que ça arrive en Afrique surtout au sud du Sahara. Comment vous avez fait? Par quelle magie vous procédez? Par quelle magie nous procédons? D'abord, nous disons grandement, une fois de plus, merci à Dieu et merci à nos ancêtres. Et je l'ai dit tantôt que l'orientation économique qui est prise, c'est de faire en sorte à ce que nous produisons ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. En regardant, vous avez vu, en 2024, le chef de l'État a fait en sorte que chacun passe devant lui à vérifier les budgets de ton institution ligne par ligne et biffer l'ensemble des éléments qui ne nous permettaient pas d'être autonomes et compter sur nous-mêmes. Le seul élément que je peux citer ici, par exemple, vous avez vu qu'on a vu même il y avait des connexions avec certains journaux qui étaient payés pour faire la laudation ou les louanges de certains dirigeants. Donc quand on biffe des lignes financières comme ça, c'est recentré à l'intérieur. Le deuxième élément, quand vous avez une puissance impérialiste qui vous met sous boisseau, qui vous tenaille dans tous les sens, et vous prenez l'engagement, le sacrifice nécessaire de réorienter les partenaires, vous arrivez à avoir non seulement du matériel à très bon coût, ça c'est un, et du matériel de qualité. Ça c'est le deuxième aspect. Ça veut dire que des choses qui étaient surfacturées à tout point de vue, dont la qualité pouvait même rester douteuse, aujourd'hui on les a nettement moins chères, ça c'est un. Et deuxièmement, c'est la qualité parce que nous aussi nous partons à la source. Et encore que quand on commande, les délais faux qui nous étaient appliqués avant ne sont plus à l'ordre du jour. Le troisième élément, il faut savoir que nos populations qu'il faut féliciter, les travailleurs qu'il faut féliciter, c'est véritablement des révolutionnaires. Chacun au charbon, malgré qu'il y a des difficultés. Vous avez vu, le chef de l'État a pris tout dernièrement une décision en disant tous les arriérés qui ont été accumulés au niveau des agents de santé, qui n'ont pas fait des mouvements de revendication, en comprenant la période, il a dit de tout liquider. Donc l'ensemble, la qualité du choix de nos partenaires, la façon de gérer notre budget interne, la façon d'aller à la source payer pour ne pas faire des contournements, il est tout à fait clair que la balance ne peut pas être excédentaire à notre niveau. L'Alliance des États du Sahel est souvent perçue comme un défi au bloc de la CEDEAO. Comment gérez-vous ce basculement géopolitique et dans quelle mesure la nouvelle stratégie du Togo pour l'AES, vous venez d'ailleurs d'assister à une conférence sur ce sujet, comment cette nouvelle stratégie va davantage contribuer à l'atteinte des objectifs de votre alliance? Oui, la nouvelle stratégie pour l'AES, sur laquelle nous avons été invités, nous avons pris part à cette grande réunion historique. Et nous tenons une fois de plus à réitérer nos félicitations, non seulement à son Excellence le Président du Conseil, mais aussi à son ministre des Affaires étrangères, son Excellence Robert. Je l'ai traité hier d'un arbre à palabre qui trouve son fondement dans l'article 30 de la Charte de Kouroukanfouga, de 1236, qui dit qu'à un moment donné, il faut que dans la famille, on se parle. Ils ont eu le courage de réunir l'ensemble des acteurs et même les partenaires, même si pour certains, ce partenariat, il faut mettre ça entre griffes. La journée d'hier a été une journée historique dans la mesure où des vérités se sont dites. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, quand vous prenez, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, si je m'en tiens aux discours qui ont été faits hier dans leurs interventions,
ce n'est plus le même élan postérieur sur lequel on se basait pour toiser, pour intimider, ça veut dire le langage, le discours violent de va-t-en-guerre, tout ça. Et tout le monde reconnaît que tous les actes qui ont été posés à l'endroit du Niger, là, ne devaient pas arriver en tant qu'Africains. Le président de la commission de la CEDEAO a même dit que la structuration sociale africaine est une doctrine ancestrale. Si c'est une doctrine ancestrale, j'ai répondu à cela en disant que celui qui parle au nom des ancêtres et qui va ailleurs faire autre chose, les ancêtres vont te rendre visite. Et eux, ils ne s'amusent pas. Donc, si vous estimez que devant nous, il faut tenir ces propos, en ajoutant les noms des ancêtres, il faut que ces ancêtres veillent. De toute façon, ce sont ces mêmes ancêtres. Dans la charte de Kouroukanfougan de 1236, si vous prenez l'article 23, il est dit là-bas que vous ne devrez pas vous trahir. Donc, ça veut dire que si on était restés tous fondamentalement africains, la CEDEAO ne devrait pas s'opposer à une entité africaine en disant qu'il faut aller bombarder. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO en 1975, qui étaient pratiquement des militaires, que ce soit Moussa Traoré, Sanglé Lamizana, Sénikounché et Adema, voilà, tout à fait. Donc, c'était des militaires. Mais la vision, c'était une intégration africaine au plan économique et permettre aux populations de se frotter. Mais si on vient parce que le Mali est sorti, a pris le pouvoir, le Burkina a pris le pouvoir, le Niger a pris le pouvoir, et on commence à les sanctionner, pire, en piétinant même les textes de la même CEDEAO, parce que les sanctions, dès lors que la CEDEAO estime que tu n'es pas sur la voie, les sanctions, c'est de te dire que tu ne prendras plus part à la réunion, c'est de te dire on ne peut pas tenir une réunion chez toi, c'est de te dire que si tu as des choix de candidature au niveau international, on ne peut pas te soutenir. Mais il n'est écrit nulle part dans un texte de la CEDEAO qu'il faut fermer des frontières. Même le règlement intérieur de la Banque centrale, à son article 4, dit clairement que la banque ne peut pas être sous injonction politicienne pour bloquer des avoirs des pays. Vous avez vu, le Mali vient d'avoir raison au niveau de l'UEMOA. Donc, c'est pour dire quoi? Mais quand vous fermez les frontières, vous faites tout ça, qui meurt? Ce sont les mêmes populations que vous prétendez défendre. Donc, de ce point de vue, l'AES n'est pas opposé à une organisation. L'AES n'est pas né pour contrer une organisation. L'AES n'est pas né pour lutter contre une organisation. L'AES est né pour conquérir la souveraineté économique, politique, culturelle et sécuritaire de son espace. Maintenant, si une organisation, un pays, à travers ses dirigeants, estime qu'il faut aller piétiner les intérêts de l'AES, il est tout à fait d'accord et net, de façon consciente, qu'on soit dans une position d'autodéfense. Ça, c'est tout à fait clair. Et là aussi, on mobilise les populations pour que, en cas de cas, nous puissions assumer nos responsabilités. Et ce que nous avons fait aux représentants de la France pour le Sahel hier, que notre souveraineté, nous ne la négocions pas. Nous ne sommes pas en train de faire de l'aumône. Nous ne sommes pas en train de faire de la quemande. Nous sommes en train de nous battre pour notre souveraineté. Et toute personne qui va s'organiser, toute force malveillante qui va s'organiser pour venir s'en prendre à nous, et nous sommes habilités à nous défendre. Et pour terminer, vous avez vu sur la question des rapports de la CEDEAO et de l'AES, dans le temps, ils continuaient de dire qu'ils veulent des négociations avec le Burkina. Ils veulent des négociations séparées avec le Mali. Mais en mai 2024, ils se sont résolus à aller au Mali, à Bamako, une rencontre entre la CEDEAO et l'AES. Ce n'étaient plus des pays isolés. Et aujourd'hui, avec le discours que nous avons, auquel nous avons assisté hier, avec même la sortie du représentant du Sahel, de l'Union africaine et du Mali, il a clairement dit que le combat aujourd'hui n'est pas de ramener le Sahel au niveau, l'AES au niveau de la CEDEAO. C'est de voir en tant qu'Africains comment nous pouvons tous agir dans l'intérêt des populations. Et même quand on le dit comme ça, c'est à un certain niveau de gouvernance des pays que certains ayant oublié leur histoire, téléguidés par des gens qui sont assis de l'autre côté des océans, ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est malheureux pour un Africain qui ne sait pas d'où il vient. Sinon, les Africains sont intégrés. Quand on prend par exemple les frontières de façon tracée, de façon virtuelle, où on vient même séparer des familles qui sont de part et d'autre d'une frontière, les populations n'ont pas de problème d'intégration. J'ai dit, ce sont nos comportements politiciens à des niveaux élevés de la gestion de l'État, ce qui est très malheureux, qui fait qu'il y a des confrontations et des incompréhensions au niveau des populations. Parce que pourquoi, au niveau du pays frère Togo, malgré que la CEDEAO, l'Union africaine, à travers les impérialistes agglomérés au niveau de l'Union européenne, étaient prêts à frapper notre espace. Et ils intimidaient tout pays qui allait oser. Donc quand nous félicitons le peuple togolais, nous félicitons son premier responsable, le président du Conseil, ce n'est pas sur des mots en l'air. Il faut avoir le courage de dire «
je ne vais pas fermer ma frontière avec mes frères. Il faut avoir le courage de dire, leur matériel commandé là, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Il faut avoir le courage de convoquer et planter un arbre à palabre tel que ça a été fait hier à travers la réunion de haut niveau pour le Sahel. Il faut avoir le courage de le faire. Donc nous tenons sincèrement à les féliciter et invoquer que Dieu et les membres des ancêtres nous accompagnent et que je n'ai pas dit que dans chaque pays, il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, on ne peut pas être parfait. Nous ne sommes pas des dieux. Donc là où il y a des difficultés, qu'il y ait véritablement la compréhension et que les gens comprennent qu'on n'aura pas une autre Afrique, on n'aura pas un autre pays. Si on constitue la clé par laquelle on va ouvrir la porte de l'Afrique en tant que traître pour venir pilonner tes frères, mais je pense que l'histoire retiendra que vous n'avez pas joué le bon rôle et mieux, ceux-mêmes qui t'ont utilisé pour ouvrir cette porte, ils ne vont pas te laisser. Monsieur le ministre, nous allons aborder le dernier aspect de cet entretien, de parler du terrorisme en lien avec des accusations de droits de l'homme qui ont été formulées contre régulièrement les pays de l'Ouest, dont le Burkina Faso. Les liens en date sont les rapports de Human Rights Watch. Mais d'abord, comment concilier l'urgence de la lutte contre le terrorisme et l'impératif de justice sociale et de liberté individuelle propre à une révolution progressiste? Oui, je pense que ce qu'il faut dire, Human Rights Watch, c'est, moi je l'appelle une morgue. C'est une morgue créant des décès afin de les mettre dans des linceaux. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, la Libye a été attaquée en 2011 avec l'assassinat de son guide. Si vous tapez sur le net et vous recensez l'ensemble des rapports de l'Organisation des Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité, il est clairement dit aujourd'hui que ces rapports n'étaient pas sérieux. Pourquoi? Parce que les décisions, la prise de la résolution 1970 et de la résolution 1973 de l'ONU pour attaquer la Libye, l'objectif qui était visé, c'était une zone d'exclusion aérienne pour empêcher l'aviation de Kadhafi de bombarder des civils, selon eux. Ça n'avait pas prévu une intervention terrestre, encore moins l'assassinat de la Libye. Donc, ça veut dire que ces deux conventions ont été utilisées de façon malsaine. Et devant l'histoire, les acteurs doivent répondre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui a concouru à la prise de ces deux résolutions, ce sont des rapports d'organisations dites de droits humains, dont Human Rights Watch. Et justement, Human Rights Watch a dit qu'à Benghazi, les autorités tiraient à bout portant et ils ont tué des centaines de civils. Et qu'ils ont même entouré certaines villes par des mines antipersonnelles internationalement interdites. Mais aujourd'hui, tout est démontré que c'est faux. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous partez sur le net, vous tapez, il y a eu en 2016 un rapport qui a été produit par le Parlement britannique. Parce que, justement, leur pays a pris part, la Grande-Bretagne a pris part aux attaques. Et ce Parlement britannique a mis Tony Blair et également Sarkozy au pilori parce que, justement, les rapports, le contenu, il est dit clairement que c'est des hypothèses fallacieuses qui ont été utilisées. Mais ces hypothèses fallacieuses se sont basées sur le rapport de la même organisation Human Rights Watch. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'assassinat de Kadhafi, où Sarkozy, en 2025, a été condamné par sa justice pour association de malfaiteurs, si on est sérieux, les dirigeants de Human Rights Watch ne devaient pas échapper dans la mesure où ce sont leurs rapports qui ont permis la prise des deux résolutions d'attaque de la Libye. Pire, je pense que le journal Le Monde, si vous regardez dans leurs journaux, ils ont fait une publication. Je pense que si ma mémoire est très bonne, la date, ça doit être le 6 décembre. Ils ont pris un rapport le 6 décembre 2011 qu'ils ont également publié en disant à l'intérieur que ce qu'ils ont appelé j'allais dire, pour indiquer en tout cas que les rapports sur la base desquels l'intervention en Libye ne sont pas des rapports à contenu solide et vrai. Et dans ce même écrit, il justifie que l'intervention des djihadistes, l'impact des djihadistes dans le Sahel, dont l'AES, c'est lié au fait qu'on a saccagé la Libye. C'est pour dire quoi? Que Human Rights Watch, qui accuse le Burkina, encore, deuxième niveau, peut être mis devant de ses responsabilités historiques devant la justice pour dire que c'est leurs rapports qui ont permis
d'aboutir au saccage des pays de l'AES. Le troisième niveau, je pense que même l'Union africaine devait aussi porter plainte. Parce que Kadhafi prenait en charge près de 45% de leur budget. Mais depuis que Kadhafi est mort, regardez comment l'organisation, en tant que telle, vivote. Donc c'est pour dire qu'eux aussi, qui étaient contre cette intervention, selon eux, en Libye, devaient attraper, en tout cas inviter ou convoquer Human Rights Watch, comment dirais-je, devant la justice pour qu'elle réponde. Donc de ce point de vue, quand on prend tous ces éléments, les uns dans les autres, ça indique que Human Rights Watch est en train de préparer le même scénario. Dans la mesure où on se fait, par exemple, le journal du Monde même qui conteste la qualité des rapports de cette intervention, indique que clairement que Human Rights Watch n'est pas là pour défendre les droits humains. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si vous prenez toujours sur le même net, je pense que c'est le 10 septembre 2013. 10 septembre 2013, Jeune Afrique a eu à dire que Human Rights Watch est une arme de guerre. Mais une arme de guerre, ce n'est pas pour défendre les droits humains. Et puis, il est dit dans le même article que Human Rights Watch pèse sur les décisions de l'ONU, fortement. Donc, quand c'est dit comme ça, ce n'est pas fait pèse sur les débats, pèse sur les décisions. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'une décision de l'ONU, on puisse l'utiliser pour contrecarrer ou en tout cas aller dans un très mauvais sens. Maintenant, revenant au cas du Burkina, pour montrer la similitude avec la Libye, d'abord, ils disent qu'eux, ils ont constitué leur rapport sur la base d'appels téléphoniques. Comment quelqu'un peut être sérieux, se dire sérieux, en faisant des appels sans aller sur le terrain vérifier ce qui se passe? Ça, c'est le premier élément. Ils ont ajouté également des images satellitaires. Exactement. Mais comment des images satellitaires, j'allais venir là-dessus, comment les images satellitaires peuvent voir des gens qui sont en train de faire des massacres et les mêmes images satellitaires ne peuvent pas voir des djihadistes qui s'organisent pour les attaquer? Ce n'est pas contradictoire? Donc, il y a un problème. Mieux, ils ont commencé leur rapport depuis 2023. 2023 à 2025, ça fait combien d'années? Et vous venez en quelques mois, pour un rapport que vous dites avoir construit pendant des années, vous venez en quelques mois, avant la fin de la clôture, dire aux responsables burkinabés de répondre. Ça veut dire qu'on crée les conditions pour qu'ils ne répondent pas, afin qu'ils trouvent une porte de sortie, dire « ouais, même eux, ils n'ont pas répondu, donc ce qu'eux, ils ont dit, c'est vrai ». Quand j'ai interpellé le représentant français au Sahel qui était là hier, qu'on n'a pas laissé, il a tenu à dire oui, que c'est parce que nous, on ne donne pas des visas pour le Sahel. J'ai dit, mais il n'a qu'à donner la preuve qu'on ne donne pas. Donc, quand on ne donne pas des visas, il faut s'asseoir mentir. Parce que je lui ai demandé, mais nous avons un narratif, nous avons une qualification des faits et des acteurs. Mais quand vous utilisez d'autres identifications, donc ce sont vos représentants, vous les connaissez. Donc, si vous estimez que la sécurité s'enlise au niveau de l'AES, dites à vos représentants, vos supplétifs des armées qui viennent attaquer là, d'arrêter. Arrêtez de donner les armes, ça va s'arrêter. Comment vous dites, je leur ai même demandé pourquoi vous continuez de nommer des représentants spéciaux dans le Sahel. C'est ce que moi je ne comprends pas. Vous nommez des représentants spéciaux dans le Sahel. Vous dites que le Sahel ne contient rien. L'Afrique ne contient rien. En même temps, vous dites que l'arbre n'a pas de fruits. Vous êtes agrippé aux branches. On vous dit de descendre, vous dites que vous ne descendez pas. Il y a quand même un problème. Vous faites quoi en Afrique? Donc ça veut dire qu'il y a bien d'autres objectifs. Mais aussi, et le dernier et troisième exemple que je prends, il faut même regarder l'historique et la provenance de Human Rights Watch. Parce que la structure qui a été créée en 1978, comment dirais-je, une structure dite de défense des droits humains, c'était pour contrecarrer l'avancée de l'Union, de l'URSS, dans les différentes zones en disant que le communisme prenait du terrain. C'était au profit des États-Unis. Et en 1981, ils sont venus, ils ont mis en place America Watch. Et cet America Watch a été démultiplié pratiquement sur tous les continents. Et il a fallu attendre 1991 pour réunir tout ce conglomérat-là et constituer Human Rights Watch. En continuant dans le même discours que la Russie et la Chine ont un impact fort dans le Sahel. Donc, ils n'ont pas changé. Donc, ce sont des structures qui sont des morgues, qui sont utilisées pour faire un certain type d'argumentaire afin de procéder à des assassinats. Donc, ici, on peut donner l'impression qu'ils ont fait ce rapport pour que le Burkina n'ait plus de financement, pour qu'au niveau de diplomatie, on ait des soucis, pour qu'au niveau politique, on ne pèse pas, pour qu'au niveau sécuritaire, on ne nous vende pas des armes. Mais l'ensemble de ça, là, le vrai pilier, là, c'est l'assassinat organisé des chefs d'État qu'ils visent. Parce que dans ça, quand ils disent que des satellites voient des gens, il y a combien de navires ou de cargaisons que nous avons pu, avec l'aide des pays voisins ou même des partenaires, aviser pour dire que telle cargaison est en train de transporter
des tenues militaires estampillées Burkina Faso, sans que les autorités ne soient au courant. Ces tenues-là partaient où? Ces ringues, chaussures et autres, là, ça partait où? Donc, on amène des chaussures pour aller transmettre à des djihadistes dans l'ombre qui font des attaques et donnant l'impression que c'est le peuple, les FDS burkinabés. Et c'est ça que vos satellites filment pour dire qu'ils ont des preuves. Donc, je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Et au vu de ce que j'ai cité sur la Libye, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'AES, que ce soit même l'ONU, si on veut être sérieux, Human Rights Watch devait être mis au pilori au même titre que Sarkozy en 2025, qui a été reconnu par la justice comme, en tout cas, qui a été mis en pilori en parlant de regroupement de malfrats. Au-delà de ces considérations, Monsieur le ministre d'État, quelle est la réalité de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, la reconquête du territoire? J'ai eu l'occasion de partager un plateau la dernière fois devant le chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré, partager le plateau avec une journaliste qui prétendait que 60% du territoire burkinabé était aux mains des terroristes. Quelle est la réalité exacte? Oui, de toute façon, pour commencer cette réalité, si déjà le journal Le Monde, je le rappelle, de 6 décembre 2021, arrive à attester effectivement que ce qui a été utilisé pour attaquer la Libye était du faux. Ils ont même dit que c'est les paradoxes libyens. C'est comme ça qu'ils ont titré, les paradoxes libyens. Mais donc, déjà, ça indique que quand ça vient de tels milieux, que tout ce qui est produit, qu'on diffuse, c'est pour détourner l'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de morale, mentir n'est pas un problème pour lui, c'est une arme. Désinformer n'est pas un problème pour lui, c'est une arme, etc. Ce qu'il faut dire au niveau de la défense du pays, au moment où on disait à la France de quitter le pays, il y a plusieurs régions de notre pays qui n'étaient pas accessibles. La région de Waïbia n'était pas accessible. La région de Bobo à partir de Houndé n'était pas accessible. La région de l'Est en allant à Fada à partir de Gounguen, ce n'était pas accessible. Je ne dis pas que tout est reluisant. Si c'était reluisant et si tout était correct, le combat n'allait pas se poursuivre. C'est pour dire que le combat continue. Pour être plus précis, quand vous prenez par exemple l'organisation même de notre armée, la France qui disait que même pour recruter, il faut se référer à eux. De 2022 à l'heure actuelle, comme ce sont des données militaires, on ne va pas tout donner parce qu'eux aussi ils écoutent, ils prennent note. Et comme on s'apprête à tout moment pour contrer en toute éventualité des menaces, je vous dis qu'on a plus d'une vingtaine de bataillons d'intervention rapide. C'est une première. Demandez à tous les pays, même ceux qui se disent puissants là, qui a la possibilité de former autant de bataillons en un laps de temps et les équiper. C'est un premier élément. Le deuxième exemple que je prends, on a au niveau de l'organisation de la police des groupements d'unités mobiles d'intervention qu'on appelle des GOMI. On a près d'une dizaine. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Au niveau des aéroports militaires, les bases aériennes, depuis 1960 à 2022, on n'avait qu'une seule base. Aujourd'hui, on a autour de 4 bases. Et puis, ça peut être plus, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas donner des chiffres exacts sur le plateau parce qu'on sait à qui on s'adresse au monde entier. Au niveau des VDP, ce sont des milliers et des milliers de personnes. Et ça même, c'est parce que l'État a limité. Rien que ce matin, moi, j'ai reçu des messages, des appels où des jeunes disent qu'ils veulent s'engager en tant que défenseurs de la patrie. Et tous ces gens, ce sont des gens qu'il faut former, ce sont des gens qu'il faut habiller, ce sont des gens qu'il faut armer. Donc, je dis encore merci au pays frère, le Togo, qui a permis à l'armement de continuer de venir. Mais en même temps, je fais une ouverture tout en disant que tous ceux qu'on qualifie de djihadistes aujourd'hui sur le terrain, ce sont des supplétifs des armées étrangères. Il faut que nous, dirigeants, nommés au niveau civil, militaire et autres, par les différents chefs d'État, il faut qu'on ait un comportement sérieux. Il faut qu'on ait un comportement vertueux, un comportement patriotique. Ça veut dire quoi? Dès lors qu'on est dans une période de combat, même si c'est un civil qui dit qu'il est prêt à perdre sa vie pour son pays, il ne faut pas, en ce moment, on ne parle plus de corps, on parle d'unité de combat. Et dans une unité de combat, quand les terroristes viennent, ils ne viennent pas à armes différentielles. Chez eux, ils ont les mêmes armes. Il faudrait que chez nous également, on prenne conscience que dès lors que quelqu'un doit aller les contrer, il faut avoir les mêmes capacités de feu. Nous savons que la lutte politique
elle n'est pas seulement que sur le terrain civil, elle est dans tous les milieux. C'est d'appeler tout un chacun à comprendre, de ne pas être la mauvaise clé par laquelle on va cisailler ton pays et mettre la main là-dessus. En principe, le combat se poursuit, les zones continuent d'être récupérées, il y a la communication malsaine pour décourager, désaxer les uns et les autres également qui se poursuivent, tel que Human Rights Watch vient de le faire, en incriminant, en citant des noms de plus d'une dizaine de commandants au niveau du commandement des FDS du Burkina. Tout ça, c'est quoi? C'est pour intimider et faire peur. Or, de l'autre côté, ils ne citent aucun nom de terroriste qui disent avoir interviewé. Donc, vous voyez comment ça fait. Donc, c'est pour dire que la lutte se poursuit. Et je vous dis que moi-même qui suis devant vous, je suis engagé en tant que VDP. Je suis formé. Donc, de ce point de vue, j'ai dit, c'est parce qu'il y a un pays qu'il y a une nomination ministérielle. C'est parce qu'il y a un pays qui a une nomination institutionnelle. On ne peut pas dire qu'on est en révolution et puis, bon, se comporter à dire, bon, comme c'est le terrain là, moi je suis ministre. C'est parce qu'il y a le pays que tu es ministre. Donc, de ce point de vue, le rôle de la défense du pays d'abord doit primer. Ouais. Donc, je suis un VDP, je le déclare, et pour profiter de dire à tous ceux qui estiment que ce sont des milices conformes, d'abord c'est faux, et même la France nous a copiés. Quand leur chef d'état-major est sorti dire oui, il faut que les enfants, il faut que les Français acceptent que leurs enfants meurent pour défendre la France, le lendemain, comment dirais-je, Emmanuel Macron a fait un discours où il appelle à des recrutements de volontaires. Ouais. Voilà, donc ça veut dire même, ce mot-là, il doit venir nous payer pour ça. Et qui avait dit que ce sont des ministres aujourd'hui, ils nous copient. Oui, mais sur le ministre d'État, nous arrivons à la fin de cet entretien déjà pour conclure en 1 minute. Si vous devez définir le succès de l'AES dans les 5 prochaines années, quel serait l'indicateur principal selon vous? L'indicateur principal de la réussite de l'AES dans 5 années, c'est une population bien éduquée, une population unifiée, une population fondamentalement solidaire, une population qui maîtrise son histoire, d'où elle vient, où elle est et où elle part. Et une population qui comprenne que se coucher sur la natte de quelqu'un, d'autrui, c'est se coucher par terre. Donc c'est en tout cela qu'on va constater la plénitude de notre souveraineté sur tous les piliers. Parce que ce soit le pilier politique, diriger le pays, il faut des êtres humains. Si vous n'avez pas une population éduquée, bien formée, vous allez aller toujours dans le décor. On va venir les pilonner et puis les faire autre chose. Si vous n'avez pas une population bien éduquée, on ne peut pas parler de souveraineté économique, parce que vous parlez de gestion de monnaie, il faut des hommes. Exploiter les ressources, il faut des hommes. Une population qui n'est pas bien éduquée, vous ne pouvez pas parler de réappropriation de votre identité. L'identité, ça ne serait pas appliqué sur des arbres, ça serait encore des hommes. Donc il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ils n'aient même pas honte de ce qu'ils sont. Et évidemment, et le dernier élément, on ne peut pas défendre un pays si ce n'est pas encore à travers les hommes. Si vous n'avez pas des hommes de qualité, la trahison va toujours taper à la porte. Si vous n'avez pas des hommes de qualité, moindre balle tirée, des gens vont fuir et puis même laisser le matériel. Si vous n'avez pas une population bien éduquée, des gens vont vendre des informations du pays et même se retourner, on va les acheter pour se retourner contre le pays. Donc, dans 5 ans, ce qu'on souhaite, c'est une population bien éduquée, bien formée et en très bonne santé. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a pris des décisions sur le plan 1000 fois 5. Ça veut dire, chaque année, il faut recruter 1000 médecins spécialistes dans notre pays. Donc, dans les 5 ans que vous visez, on aura, en plus de ceux qui sont au pays, qui sont les gens que je félicite, on aura au minimum 5000 médecins spécialisés dans tous les domaines. Merci, camarade ministre d'État, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Nous arrivons donc à la fin de notre entretien avec un invité spécial. Tout de suite, les programmes se poursuivent avec Etonom Kokoloko et ses invités pour Regard Croisé.